Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melchior pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. Alors, de quoi comptes-tu nous parler, Patrick? Alors moi, je vais vous parler du chaos. Euh, Chaos, le fameux oui, chaos, le chaos. Alors celui sur le qu'on... chaos, ce qui est un truc extraordinaire, c'est qu'on pourrait fondamentalement écrire un livre, voire des livres, et bien entendu, c'est pas l'objet de cette chronique. L'objet de cette chronique, c'est de ramener ces idées qui peuvent aider les entrepreneurs. Et donc aujourd'hui, on va regarder comment naviguer dans le chaos. Alors, de quoi va-t-on parler? Eh bien, cette première question que je vous pose, est-ce que le chaos rend la vie de l'entrepreneur compliquée? Oui ou non? Et donc, on va ensuite traiter les axes suivants. On va se demander s'il y a plus de chaos cette semaine qu'auparavant. On va se demander si le passé peut nous apporter quelques leçons. Et puis, on va regarder ces concepts de résilience et de patience. Enfin, on parlera du chaman qui vient au secours des équipes. Alors, juste, j'aurais pu en prendre 50, mais ça c'est France Info, le 7 février dernier, donc il y a un mois tout juste, et on voit cet article, une stratégie du chaos orchestrée par Donald Trump. Alors on a bien sûr ce président américain imprévisible qui un jour décide d'imposer des droits de douane, le lendemain de les suspendre, le troisième jour de les remettre et enfin de les changer. Tout cela crée des incertitudes, et alors je ne parle que des droits de douane, et les journaux sont pleins autour de nous en ce moment des agissements de M. Trump, mais en réalité, si on remonte quelques temps en arrière, bah, du chaos, il y en a partout. Alors, est-ce qu'on en a plus récemment? Bah, je pense qu'il s'agit essentiellement d'une perception, c'est mon opinion, hein, et on peut ne pas être d'accord, parce que les changements, et surtout les changements rapides, viennent en réalité perturber notre besoin d'ordre et de contrôle. Ah, on est très rassuré quand la porte s'ouvre parce qu'on a pu mettre sa clé dans la serrure et que la serrure a débloqué la porte et donc on peut rentrer chez soi. Hein. C'est fondamentalement une partie de ce que fait l'être humain, c'est d'organiser du contrôle et de l'ordre pour avoir une vie finalement qui ne soit pas remplie de peur à chaque instant. Si vous ne me croyez pas, je vous propose d'aller vous coucher ce soir en laissant grande ouverte la porte de votre maison et vous allez ressentir peut-être ce que ressentaient nos ancêtres qui vivaient un peu plus proche de la nature, même si vous vivez en ville. Donc, cet effet de perception du chaos, il est accentué par la saturation d'informations qui peut nous submerger. Et c'est vrai qu'on vit à l'ère de l'information, on vit à un moment où, si on le souhaite, 24 heures sur 24, on peut vivre l'actualité du monde, il suffit de rester devant Twitter, et là, on continue, des dizaines, des centaines, des milliers de messages viennent sur le fil remplacer le précédent et vous informer de ce qui se passe, ou en tout cas de ce que certaines personnes pensent qu'il se passe. Et en tant qu'entrepreneur, bien sûr, peut-être que vous ressentez avec beaucoup d'acuité le besoin de comprendre votre environnement. C'est-à-dire que, évidemment, pour définir une stratégie, pour donner une direction, ben, il vaut mieux avoir une carte. On a souvent parlé de la carte ici, dans ces chroniques, et ça vient évidemment de ce besoin de comprendre l'environnement, de s'orienter quelque part avant de décider d'une direction. Mais quand l'environnement se modifie rapidement, eh bien, cette incompréhension, mais où on en est où, mais on est où là maintenant, ça peut créer l'idée de chaos. Et cette semaine, j'ai eu trois appels distincts d'entrepreneurs qui voulaient juste discuter de ce que je pense de la situation. Alors, soyons clairs, je n'ai pas plus d'informations que vous. Je suis peut-être un peu plus âgé, donc
j'ai peut-être vu d'autres choses dans le passé qui me permettent de voir des similitudes. Ça ne veut pas dire que c'est un point de vue qui a du sens plus qu'un autre. Encore une fois, corrélation n'est pas causation, mais ce besoin ressenti par ces trois entrepreneurs, c'était de explique-nous ce que toi tu vois, finalement d'échanger des points de vue entre êtres humains sur la perception de la réalité. Et moi, je les ai renvoyés vers les leçons du passé, parce que c'est important de se souvenir qu'on vient de quelque part. Et donc le XXe siècle, seul, hein, sans remonter plus en arrière, a connu deux guerres mondiales, une multitude de crises financières et politiques, et une progression technologique vertigineuse. Et donc, de mémoire d'homme, hein, parce que on n'a plus de gens vivants qui ont connu le début du XXe siècle, mais il y a encore des gens vivants qui ont une centaine d'années et qui ont connu donc la période euh, euh, 1925-2025. Et il y a une pléthore de gens qui ont 80, 85, 90 ans et qui ont donc tout à fait grandi avant la Seconde Guerre mondiale avec la mémoire de la première, la mémoire de la guerre de la crise de 29 et qui ont vécu finalement la plus grande partie du XXe siècle. Quand on va leur parler, qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien, on découvre que euh, finalement le premier quart du XXIe siècle, pas très différent du XXe. Et probablement, faisons-en l'hypothèse, pas très différent des siècles précédents. D'accord? Et donc, ils ont, nos grands-parents, nos parents, les entrepreneurs qui nous ont précédés, ils ont vécu dans ce chaos. Ils ont vécu cette époque folle, d'accord? Avec des décennies de croissance économique absolument extraordinaire, et puis des crises monumentales. On pourrait appeler ça le chaos, hein, dans les deux sens, chaos positif, chaos négatif. Et donc, on a à portée de la main des gens qui ont vécu ça, des chefs d'entreprise qui peuvent vous raconter ce qui s'est passé lors de la grande crise pétrolière de 76, ou plus récemment, qui peuvent vous raconter ce qui s'est passé, si vous êtes un jeune entrepreneur, lors de la crise financière de 2008. Et donc, ces générations qui nous ont précédés ont développé, y compris les entrepreneurs, des solutions pratiques pour survivre et prospérer. Et donc, c'est ça dont on va parler maintenant. Les deux grandes leçons que j'ai trouvées, c'est résilience et patience. Alors, on va aller voir la notion de résilience. On peut considérer le chaos comme un choc. Et face à un choc, il y a quatre solutions possibles. On peut être dans la fragilité, dans la solidité, dans la résilience et dans l'antifragilité. Donc là, il y a trois de ces quatre concepts qui sont empruntés à Nassim Taleb. Vous savez que Nassim Taleb, c'est un des héros, un des penseurs que nous aimons beaucoup citer chez Melchior parce qu'il nous semble qu'il a apporté quelque chose de vraiment fondamental. C'est l'auteur, bien sûr, du Black Swan et de tout un tas d'autres livres que nous vous recommandons récemment sur la chaîne. Vous pouvez aller voir les chroniques qui sont consacrées, notamment par Jean-Christophe, à cette série qui s'appelle Incerto. C'est l'ensemble des livres de Nassim Taleb vu comme un continuum. Donc, lui dit simplement, qu'est-ce que c'est que la fragilité? Ben, c'est quelque chose qui est abîmé par un choc. Donc, j'ai un verre, je tape mon verre suffisamment fort, il se brise. Donc, il y a eu un choc et le verre est abîmé, c'est la fragilité. Deuxième concept, la solidité. C'est-à-dire, je tape le même verre, mais le verre est construit différemment et avec la même force que j'applique, le verre ne se brise pas. On peut donc dire que le verre est solide. Le troisième concept, celui de la résilience, est emprunté à un psychiatre français qui s'appelle Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik, c'est un auteur qu'on vous recommande. Il y a aussi des chroniques dans la chaîne Melchior sur ce monsieur et sur la résilience. Il a interrogé tout un tas de survivants de la Shoah et il leur a demandé qu'est-ce qu'ils avaient pu faire pour reprendre une vie normale après avoir vécu l'internement dans les camps de la mort. Et c'est à partir de là qu'il s'est aperçu que certaines personnes avaient des qualités qui faisaient que même si elles n'avaient pas été solides, si elles avaient été fragiles, elles pouvaient reconstruire
à partir de leurs fondamentaux, à partir de la personne qu'elles sont. Donc revenir et regrandir. C'est la nature en réalité que ça décrit, hein. Vous donnez un coup de hache sur un arbre, l'arbre ne va pas en mourir, il va juste être abîmé, il va cicatriser. Vous vous coupez la main en ouvrant des huîtres, eh bien normalement, si vous n'y allez pas trop fort, ça va aussi cicatriser. Je peux le dire, ça m'est arrivé. Dernier concept, l'antifragilité. L'antifragilité, c'est le summum de la réflexion de Nassim Taleb, c'est de dire il existe des systèmes qui vont bénéficier d'un choc. Donc là, c'est quelque chose de très difficile, très rare à observer, mais vers lequel nous régulièrement, nous vous orientons pour aller rechercher cette antifragilité. Mais vous voyez comment se construit le raisonnement. Le chaos, finalement, qu'on perçoit, c'est probablement un choc. Et donc, face à ce choc, comment est-ce qu'on va réagir? Et moi, ma proposition immédiate, c'est la résilience. C'est-à-dire que la résilience, c'est-à-dire la partie qu'on doit à Boris Cyrulnik, c'est ce qui va vous permettre de reconstruire une organisation, reconstruire votre stratégie, reconstruire vos équipes si elles sont abîmées par ce choc, par cette perception du chaos autour de vous. Et puis, il y a un deuxième conseil qui est la patience. Alors, je sais, ça ressemble à une assemblée de grand-mères qui tricotent et qui racontent aux jeunes comment il faut faire, mais la patience est une vertu, dit le dicton populaire. Pourquoi? Eh bien, essentiellement parce que le temps permet de comprendre mieux les choses. C'est-à-dire que le brouillard se dissipe et on finit par voir ce qu'on ne pouvait pas voir dans l'instant. Donc, ma conclusion, c'est qu'il faut à minima être résilient. C'est le bon moment pour apprendre les méthodes de la résilience et euh, prendre patience. C'est-à-dire que d'ici un an, d'ici 2 ans, d'ici 10 ans, la période que nous vivons, si elle est chaotique un peu plus que d'habitude, et que ce n'est pas juste une perception ou le fait qu'on a plus d'informations qu'on en a eu dans le passé, eh bien, on y verra plus clair. Il faut tenir jusque-là. Enfin, le rôle du chaman. Donc, on vous l'a déjà dit, pour nous, l'entrepreneur, il a trois rôles essentiels. Maître des chasseurs, c'est chef des chasseurs, c'est lui qui organise finalement le fait que l'entreprise doit trouver des clients pour continuer à prospérer. Maître de justice, c'est lui qui doit organiser la justice dans l'entreprise. Il doit s'assurer qu'elle règne, il doit la corriger quand elle ne règne plus. Et puis chaman. Alors le chaman, c'est celui dans les tribus qui explique l'invisible. Et l'invisible, je vous rappelle, c'est ce qu'on ne peut pas appréhender. Un petit peu comme cette situation là en ce moment. C'est pas très bien par quel bout la prendre. Et donc, ce qu'il nous faudrait, c'est un chaman. Oui, alors on ne peut pas tous aller vivre 3 semaines au fond d'une jungle pour apprendre à devenir chaman, mais ce qu'on peut faire, c'est comprendre que le chaos est difficile à appréhender pour nous, bien sûr, mais aussi pour les collaborateurs, et puis plus largement pour tout le monde. Et que naturellement, c'est vers vous que vont se tourner les collaborateurs et éventuellement votre famille et éventuellement vos amis, d'accord? Si vous avez l'air d'être une personne responsable et utile à la société, donc ils vont se tourner plutôt vers vous pour essayer de comprendre ce qui se passe. D'accord. Ça fait peser sur vos épaules cette responsabilité. Et donc, vous allez devoir donner du sens et peut-être pas des réponses, puisque les réponses, on ne les a pas, mais du sens. Et donc, vous pouvez appliquer cette idée de résilience et de patience, et vous pouvez transmettre aux autres cette idée de résilience et de patience. Parce que les réponses, on ne les a pas, mais on sait comment se comporter grâce à nos prédécesseurs dans ces moments un peu fous. En conclusion, le chaos ou la perception du chaos est omniprésent, mais particulièrement depuis quelques semaines. Le changement de leadership de la plus grande économie du monde, avec en plus
des visions sociales différentes euh, de celles qui avaient été défendues par les leaders précédents, crée un choc, une incrédulité, et les 30 derniers jours ont été particulièrement riches en moments comme ça d'incompréhension et de surprise. Euh, c'est un fait. Maintenant, rien de nouveau, ça existe depuis longtemps, ça existe à chaque fois, et simplement, nous, on doit prendre l'habitude de vivre dans ces moments-là. En réalité, hein, il y a encore de l'ordre si on regarde autour de nous, et puis il y a du chaos. Et il y a toujours de l'ordre, il y a toujours du chaos. Donc, pratiquer la résilience et la patience, se former et s'informer, non pas pour être plus inquiet, mais finalement pour essayer de dégager ce qu'on peut commencer à voir comme étant des choses sur lesquelles bâtir ou en tout cas imaginer des stratégies, vous aidera à rassurer vos équipes et au-delà. Et pour être parfaitement concret, depuis quelques semaines, nous encourageons nos clients entrepreneurs qui le peuvent et ou qui ont les moyens de le faire, de regarder, par exemple, de, l'idée de créer une implantation aux États-Unis. Pourquoi? Nous avons observé que les capitaux mondiaux se dirigent vers les États-Unis et que donc le financement d'activités économiques est devenu plus difficile ailleurs qu'aux États-Unis. Après tout, est-ce que ce n'est pas une opportunité? C'est juste un exemple, pas un conseil pour tout le monde. Est-ce que ce n'est pas une opportunité à ce moment-là, lorsqu'on observe quelque chose qui a l'air durable et solide, hein, cette trend du flux de capitaux vers les États-Unis, à ce moment-là, il n'est peut-être pas idiot de se dire que on pourrait aller, c'est l'occasion, créer sa filiale aux États-Unis. Voilà juste un exemple pour rendre les choses un tout petit peu plus concrètes. Merci beaucoup, Patrick. Et en fait, ce qui est intéressant dans l'exemple que tu donnes, c'est que au changement de direction s'ajoute le fait que tout le monde n'a pas reçu le mémo. Mm. C'est-à-dire qu'entre un changement à la direction et la filiale tout en bas, fond à droite, qui applique le nouveau programme, bah, il y a tout un ensemble de frictions, ah mais je suis obligé de revenir en arrière, ah mais je dois changer. Et finalement, ça rajoute encore plus au chaos. Ça rajoute encore plus à la difficulté de lire la situation, à la difficulté de comprendre où on va. Parce qu'à la limite, un changement, bah, on le sait, quoi. Voilà, on a compris. Mais là, on ne sait pas, est-ce que ça va vraiment aller jusqu'au bout? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui me disent que mais non, mais faut pas l'écouter? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui me disent que ah non, mais t'as pas compris exactement ce qu'il voulait dire? Et en fait, tout ça, c'est plutôt ça le chaos, en fait, que le changement d'orientation ou que l'arrivée d'une nouvelle équipe. C'est en fait c'est toute cette incertitude pendant l'arrivée d'une nouvelle équipe, pendant le moment où on n'a plus de nouveau budget parce qu'on n'a plus de Premier ministre en France, ou pendant en fait, tous ces moments-là, ils apportent une incertitude, euh, pas sur le changement, mais sur le fait que le changement est durable, sur le fait que le changement est réel, sur le fait que le changement va être accepté, sur le fait que le changement va vraiment avoir lieu. Enfin, c'est finalement encore plus que le chaos, enfin, encore plus que le changement ou que l'affichage d'un changement, c'est l'incertitude, c'est le flou dans lequel on se retrouve. Clairement, clairement, voilà. Et malheureusement, on n'en sait rien. Et on a déjà vécu ça 50 fois, donc rien de nouveau. Ce que je veux dire, c'est que c'est un petit peu comme un marin breton, qui sort et qui se dit, ah, le temps fraîchit, je pense que la mer va être plus houleuse dans 2 heures. Oui, ça va avec, ça va avec le fait de sortir en mer en février. Et donc, aucun marin breton n'est surpris
s'il y a du mauvais temps, l'hiver. Voilà. Et donc, on ne devrait pas être surpris en tant qu'entrepreneur à chaque grand changement ou évolution un peu brutale de l'écosystème, de l'environnement. C'est logique de pouvoir et de devoir repenser complètement ou partiellement son plan, sa stratégie, ses recrutements. Et donc, simplement, ça crée beaucoup d'émotions. C'est vrai que ces émotions, eh ben, on les ressent, elles nous amènent à être parfois moins communicants ou, ou plus âpres dans la façon d'échanger avec les autres. C'est pas une très bonne idée. Il faut garder le plus possible sa capacité à communiquer harmonieusement, même si c'est compliqué, dans ces moments-là.